Bonjour à tous. À l'occasion du match de rugby France-Écosse, je souhaitais revenir sur les emblèmes des deux équipes, à savoir le chardon écossais d'un côté et le coq français de l'autre. Mais d'où viennent ces emblèmes? Pourquoi ont-ils été choisis? Nous allons commencer par le chardon écossais. Le chardon ne pourrait être qu'une simple mauvaise herbe qui fait pousser des furoncles jardiniers. Mais les Écossais ont choisi d'en faire leur emblème. À peu près aussi connu que le saltailleur, le drapeau écossais, pourquoi le chardon est-il devenu l'emblème national? À vrai dire, personne ne semble le savoir réellement. Dans le milieu du rugby, l'explication communément admise tient à l'extrême avarice des Écossais qui auraient des chardons dans leur poche. Pour leur défense, il faut savoir que pendant très longtemps, les joueurs écossais devaient acheter leurs chaussures, leurs chaussettes et leurs shorts puisque seul le maillot était fourni par l'équipe nationale. Maillot qu'ils devaient en plus rembourser si jamais ils l'échangeaient avec un adversaire à la fin de la rencontre. On comprend un petit peu mieux la réputation d'avare que tenaient les Écossais à l'époque. L'explication la plus communément admise vient du XIIIe siècle. À cette époque, Alexandre II d'Écosse souhaite rattacher les Hébrides, les îles à l'ouest de l'Écosse, à son royaume. Malheureusement, la voie de la diplomatie échoue et son successeur, Alexandre III d'Écosse, envoie le comte de Ross piller les Hébrides à de multiples reprises. Les Vikings, en la personne d'Haakon de Norvège, décident alors de réaffirmer leur suzeraineté sur les îles et rassemblent une flotte de plus de 200 navires pour faire voile vers l'Écosse. Le roi d'Écosse fait durer les pourparlers en espérant piéger la flotte adverse au cœur des tempêtes d'automne. Mais le roi de Norvège n'est pas dupe et lance l'attaque plus tôt que prévu. Malheureusement pour lui, les tempêtes d'automne arrivent également plus tôt que prévu et sa flotte est partiellement détruite avant la bataille. C'est de la bataille de Largs, en octobre 1263, que vient la légende. Les envahisseurs vikings auraient souhaité profiter du couvert de la nuit pour surprendre le bastion écossais. Afin de maximiser leurs chances, ils auraient retiré leurs choses pour se déplacer le plus silencieusement possible dans le noir. Malheureusement, ils auraient traversé un champ de chardon et n'auraient pu retenir leurs cris de douleur en marchant sur les fleurs épineuses. Les Écossais, alertés, auraient ainsi remporté la bataille de Largs. Il n'existe malheureusement aucune preuve pour corroborer cette légende. Mais les Écossais, comme nous tous, aiment les belles histoires. Alors, mythe, fait historique, la question reste ouverte. Pour ma part, je pencherais plutôt pour le mythe. Quand on a un vrai viking, on ne pleure pas en marchant sur une fleur. Non mais vous le voyez, lui, pleurer en marchant sur un coquelicot? Et puis après tout, le chardon n'a rien à envier à la rose, au trèfle ou au poireau. Sérieusement, un poireau comme emblème, nous y reviendrons peut-être une prochaine fois. À tout prendre, le chardon, ce n'est pas si mal. Nous avons vu l'origine du chardon écossais. Mais qu'en est-il du coq de l'équipe de France? Le coq fait sa première apparition sur le maillot de l'équipe de France de football en 1909. Depuis, on le rencontre sur la plupart des maillots des équipes nationales ou des fédérations sportives. Mais d'où vient cet emblème? Le coq n'a jamais été l'un des emblèmes officiels de la France comme peuvent l'être Marianne, le drapeau ou l'hymne national. Il est pourtant aujourd'hui l'un de ses symboles les plus populaires. Ce symbole nous viendra des Gaulois, dont l'emblème était le sanglier. Oui, tout ceci a un sens, je vous l'assure. Le coq aurait été associé aux Gaulois dans l'Antiquité suite à un jeu de mots. Un bien piètre jeu de mots à vrai dire. Les Romains se moquaient des Gaulois puisque le mot Gallus en latin signifie coq. Les considéra-t-il comme de bruyants frimeurs? L'histoire ne nous le dit pas. Toujours est-il que l'association de la Gaule au coq est restée par la suite, et l'on retrouve aujourd'hui le coq comme emblème de la Wallonie. On retrouve le coq en de multiples endroits en France, et notamment sur le toit des églises, sous forme de girouette ou directement soudé à la croix. Selon la légende, le fier gallinacé montre ses fesses à la croix, marquant ainsi la protestation de la population locale contre l'envahisseur catholique, ou pour signifier que l'État français reste toujours au-dessus de l'Église. Et puis, la symbolique du coq est très forte. Le chant du coq au matin marque le triomphe de la lumière sur les ténèbres, triomphe du bien sur le mal. À plusieurs reprises, Napoléon essaie de remplacer le coq par un aigle, qu'il juge plus fier, plus élégant et plus digne de la France. Le coq n'a point de force, il ne peut être l'image d'un empire tel que la France,
disait Napoléon pour appuyer son propos. Malgré son acharnement, les Français sont restés attachés à leur coque nationale, qui devient obligatoire sur les boutons de manchette et sur le drapeau de la garde nationale en juillet 1830. Aujourd'hui, c'est dans le milieu sportif que cet emblème est le plus employé. En témoigne Jules, la mascotte éphémère de l'équipe de France de football dans les années 90, et le plus célèbre Footix, mascotte de la Coupe du Monde 98. Cet emblème est tellement ancré dans la culture sportive française que lorsqu'en 1997, le Comité national olympique français décide de retirer l'oiseau de son logo, un mouvement de protestation naît. Ce mouvement est mené par le célèbre coureur Alain Mimoun, vainqueur du marathon des Jeux olympiques de Melbourne en 1956, qui va jusqu'à dire que ce changement est une attaque aux valeurs de la nation. Alors malgré une histoire compliquée, le coq est maintenant ancré comme emblème à part entière de la France, du moins de la France sportive.